funérailles nationales auront lieu demain au Caire. Georges Marchais, heureux, il court de stade en stade et déclare à TF1 en direct de Moscou: il y a une ambiance extraordinaire aux Jeux Olympiques. Jean-François Poncet, au cœur de sa province, ministre des Affaires étrangères, mais aussi président du Conseil général du Lot-et-Garonne, il évoque avec les siens les problèmes d'aujourd'hui et de demain. Jeux Olympiques, 8,54 m en longueur, c'est l'exploit du jour. L'Allemand de l'Est Dombrowski remporte le saut en longueur. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Une semaine de deuil a été décrétée en Égypte après la mort de l'ex-Shah d'Iran. L'Égypte n'oublie pas ceux qui lui sont venus en aide à ces moments difficiles et elle leur accorde l'asile conformément aux préceptes de l'islam. C'est ce qu'écrit aujourd'hui le quotidien égyptien Al-Ahram, journal officieux du gouvernement égyptien. Les règles de l'islam qui ne semblent pas être les mêmes au Caire qu'à Téhéran. Car si en Égypte le président Sadat reste fidèle jusqu'au bout à l'amitié qu'il portait à l'ex-souverain iranien, à Téhéran, la radio déclarait tout à l'heure que l'ex-Shah avait ridiculisé la foi islamique et réduit en esclavage la nation iranienne. L'Égypte sera donc le seul pays à prendre le deuil. Les obsèques de l'ex-Shah d'Iran, qui auront lieu demain au Caire, seront retransmises en direct par la télévision égyptienne. Du Caire, l'un des envoyés spéciaux de TF1, Guy Sartoulé. Comme un dernier adieu à Oui, Guy Sartoulé arrive à l'instant. Eh bien, nous allons l'écouter. Ce soir et toute cette nuit se déroulera la veillée funèbre autour du corps du Shah comme un dernier adieu à celui qui régna et gouverna en Iran depuis 1941, à celui qui est aussi un père et un époux. Nous avons repéré cet après-midi le palais présidentiel où à 10 h demain matin, Anwar el-Sadat et la Chabanou accueilleront la dépouille royale. Devant le palais, des tentes bariolées ont été dressées pour abriter du soleil les invités. Des immenses tapis sont déroulés sur le sol. Nous avons aussi parcouru le trajet qu'empruntera le cortège, quelques 5 kilomètres. Et là, on se demande comment la sécurité pourra être assurée. Qui peut empêcher un fanatique de jeter une bombe au milieu de la foule? Le cercueil du roi sera transporté sur un affût de canon. 4 généraux représentant l'armée l'entoureront. Derrière viendront les officiels et le corps diplomatique. Certains diplomates viendront à titre privé. D'autres représenteront officiellement leur pays, comme l'ambassadeur français. Le corps du Shah sera enseveli à la mosquée Rifaï, où le corps de son père, mort en exil, avait été déposé avant d'être rapatrié en Iran. Anwar el-Sadat, en assumant le sens de l'hospitalité chère à l'islam, défie une fois de plus l'Iran et les pays arabes qui ont essayé de flirter avec la révolution islamique de Khomeini. Guy Sartoulé, TF1, Le Caire. L'histoire jugera, avait dit le Shah d'Iran en parlant de son règne. Je ne sais ce que l'histoire retiendra de sa mort, mais il est sûr que jusqu'au bout, l'ex-Shah et sa famille se sont appuyés sur un ami resté fidèle jusqu'au bout, malgré le destin contraire, le président égyptien Anwar el-Sadat. C'est mon seul ami, affirmait l'ex-souverain iranien l'année dernière, tant il est vrai que c'est dans le malheur que l'on peut vraiment compter ses amis. Et l'ex-souverain iranien, qui eut à sa table les plus grands de ce monde, est rapidement devenu un pestiféré politique dès l'instant où il avait quitté le pouvoir. François-Xavier Do. Mon seul ami, disait le Shah en parlant du président Sadat. Il avait raison. Partout, chez les puissants de ce monde, même chez ceux qui ont profité de son amitié, le roi mort ne suscite que critiques, ou au mieux, condoléances gênées et discrètes. Une exception, Anwar el-Sadat. C'est une amitié qui date de 1973, lors de la guerre israélo-égyptienne. L'Égypte manquait de tout. Le colonel Kadhafi refusait de lui fournir du pétrole. Le Shah en envoya 6000 tonnes assorties d'une importante aide financière. Anwar el-Sadat ne l'oublia jamais. Quand le trône du Shah commença de vaciller, Sadat demanda aux États-Unis de ne pas abandonner leur allié. Ensuite, l'Égypte fut la première étape de l'exil du Shah. Elle fut aussi la dernière, étant le seul pays
qui consentit à recevoir le proscrit. Pour Sadat, il s'agissait d'une dette d'honneur, et pas seulement de son honneur à lui, mais de celui de l'islam, dont les vraies valeurs sont la fraternité et l'hospitalité. Pourtant, son attitude ne rapporte rien à Sadat. Son opinion publique ne le suit guère. Les pays arabes du front de la fermeté, qui s'opposent à lui pour sa politique envers Israël, y trouvent un motif supplémentaire de désaccord. Après la mort du Shah, Anwar el-Sadat, homme du rapprochement avec Israël, homme de la fidélité à une certaine idée de la paix, de l'honneur et de l'islam, apparaît plus seul que jamais. De son côté, l'épouse du président Sadat a adressé à l'ex-impératrice Faradiba un message de soutien et de sympathie. Vous avez rempli vos devoirs d'épouse et de mère avec sincérité, courage et loyauté. Et maintenant, que va-t-il se passer en Iran où le Shah ne représentait plus rien sinon la haine? Sa disparition fait tomber l'une des revendications de l'ayatollah Khomeini. Le Shah ne pourra pas être livré à l'Iran qui voulait juger ses crimes. Mais Radio Téhéran l'a répété aujourd'hui, le peuple iranien ne changera pas d'un pouce son attitude avec la mort de l'ex-Shah. Mohammad Reza s'est consumé dans le feu de ses crimes. Pendant son règne honteux, il a cédé les sources des richesses du pays à des étrangers. Il a réduit notre pays en ruine et s'est enfui avec les richesses qu'il avait empochées en pillant la nation. Fin de citation. Les Iraniens demandent donc la restitution de ces richesses. À combien se monte la fortune du Shah? C'est une enquête très difficile à laquelle vous vous êtes livré, Maurice Olivary. Oui, difficile parce que les informateurs sont plutôt discrets et puis surtout parce qu'il ne faut pas se tromper dans l'addition des zéros et ils sont nombreux. Mais avant de faire les comptes, voici deux événements, deux réalisations qui sont à la mesure de la fortune des Pahlavis. 1971, c'est la célébration du 2500e anniversaire de l'Empire perse. Cela se passe à Persépolis et cela coûte à la couronne impériale plusieurs centaines de millions de francs. Janvier 1978, le Shah inaugure l'île de Kish, le super paradis pour super milliardaires, et la famille impériale a personnellement investi dans cette affaire quelques 2 milliards de francs. Alors la fortune du Shah et de sa famille, eh bien elle est à l'image de ce décor pour Conte des Mille et une nuits. Pendant tout son règne, Reza Pahlavi, comme tout monarque absolu, a eu tendance à confondre deniers publics et cassettes privées. Et par le biais d'une fondation officiellement destinée aux œuvres de bienfaisance, le Shah a fait transiter vers l'Europe et l'Amérique des sommes fabuleuses. Ces sommes lui ont permis d'acheter à travers le monde une vingtaine de propriétés. Il y en a par exemple 3 en Suisse, 3 en France, 4 aux États-Unis. Elles lui ont permis également d'ouvrir des comptes dans des dizaines de banques, d'investir dans l'immobilier et l'industrie et de couvrir de millions de dollars tous les membres de sa famille. Alors les comptes, eh bien si on ajoute la valeur des biens immobiliers, l'actif des comptes bancaires, les portefeuilles de valeurs, les estimations les plus justes permettent d'évaluer sa fortune à 20 milliards de dollars, 80 milliards de francs. D'autres estimations plus généreuses qui multiplient par 2 ou par 3 cette somme, mais il est vrai qu'on ne prête qu'aux riches et le Shah, lui, était vraiment très riche. Alors les 52 otages américains ne verront pas leur sort modifié par la mort du Shah. Sa colossale fortune doit revenir au peuple iranien pour que l'Iran fasse un geste à l'égard des 52 Américains qu'elle détient maintenant depuis 9 mois. À noter que les étudiants islamiques estiment la fortune du Shah à 100 milliards de francs actuels, c'est-à-dire de quoi construire 10 000 kilomètres d'autoroute ou de quoi acheter 1000 tonnes d'or. Le prince Reza Cyrus, fils aîné de l'ex-Shah, confirmera-t-il qu'il se considère comme l'héritier légitime du trône iranien? Le prince Reza, qui poursuit des études dans une université américaine du Massachusetts, s'est rendu au Caire, où il garde le silence pour l'instant. 7 médailles pour la France aux Jeux Olympiques de Moscou. Le bilan est donc positif, d'autant que j'apprends à l'instant qu'une 8e médaille vient d'être attribuée à Philippe Riboud, qui s'est qualifié pour la finale du tournoi à l'épée, une médaille de bronze, une médaille qu'il vient d'avoir il y a quelques minutes. C'est d'ailleurs en escrime qu'hier soir, la France a remporté une médaille particulièrement sympathique, celle de l'équipe de fleuret féminin. Ces dames et demoiselles n'étaient pourtant même pas sûres de venir aux Jeux de Moscou il y a un mois. L'un de nos envoyés spéciaux, Michel Denisot, a vécu leur succès. La France mène 7-6. Madame Brigitte Latreille-Gaudin, 22 ans, étudiante, bordelaise, jolie frimousse blonde et bouclée, en gros plan, pour une victoire capitale.
En piste, numéro 14, Pascale Trinquet, championne olympique individuelle, donc vous savez tout d'elle. La France mène 8-6. Isabelle Bohéry, si elle gagne, c'est le titre. Elle est à une touche de la victoire. Les soviétiques veulent faire entrer une remplaçante pour cause de blessure. Palabre et refus des officiels. Silence. Balle de match. Et aujourd'hui, la plus belle performance de la journée, et peut-être de ces Jeux avec celle de Salnikov, le nageur entre autres, nous la devons à l'Allemand de l'Est au saut en longueur Lutz Dombrowski, qui après sa course d'élan prenait la planche au millimètre près et de toute sa puissance, alliée à une excellente technique, s'assurait un saut à 8,54 m, réalisant par là même la deuxième performance mondiale de tous les temps, nouveau record d'Europe, et devient le deuxième sauteur en longueur de toute l'histoire olympique, après l'Américain Bob Beamon, qui, souvenez-vous, aux Jeux de Mexico en 68, avait fait un bond prodigieux à 8,90 m. La finale du 200 mètres homme a vu un Pietro Menea éblouissant. Après un départ étourdissant, le Britannique Wells, déjà champion olympique du 100 mètres, rentre nettement en tête dans la ligne droite. L'Italien Menea, au premier plan en bas de l'écran, à l'énergie, gagne du terrain sur son voisin Wells, qui faiblit. Continuant sur son sprint effréné, Menea arrache sur le fil la médaille d'or du 200 mètres. Voyez Pietro Menea, son doigt légendaire levé, le doigt de Dieu, dit-il. Ce matin, nos trois représentants français du saut à la perche, seul espoir de médaille en athlétisme, Philippe Pouvion, que vous voyez, qui se prépare, recordman du monde de la spécialité avec 5,77 m, Thierry Vigneron, vice-recordman du monde, et Jean-Michel Bello se sont qualifiés pour la finale qui aura lieu le 30 juillet. Participeront également à cette finale 2 soviétiques, 3 polonais, 2 finlandais, 1 britannique. Et je vous rappelle la 8e médaille pour la France, je viens donc de l'apprendre au cours de ce journal, c'est une médaille de bronze pour Philippe Riboud à l'épée. La France a donc 8 médailles, 4 médailles d'or, 3 médailles d'argent et une médaille de bronze qu'elle vient d'obtenir il y a quelques minutes. Seule personnalité politique française assistée aux Jeux de Moscou, Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste, a expliqué dans notre journal de 13 h que les Jeux de Moscou étaient de véritables Jeux olympiques. Ce ne sont pas des médailles en chocolat, puisque 52 records olympiques ont été battus, dont 30 records du monde, a dit M. Marchais. M. Marchais a d'ailleurs tout de même reconnu que l'absence des Américains et des Allemands était gênante pour les compétitions qui restent, malgré tout, à un très haut niveau. Quant à l'ambiance, Georges Marchais a souligné qu'elle était particulièrement réussie. Il y a une ambiance excellente. D'ailleurs, la délégation française elle-même, les dirigeants de la délégation française que j'ai rencontrés, disent dans le village olympique, l'atmosphère est absolument extraordinaire. Et pour le reste, eh bien, il y a un service de sécurité. Je m'en félicite. Tous les sportifs s'en félicitent parce que ça fait 10 jours que les Jeux Olympiques sont ouverts. Nous sommes à 5 jours de la fin. Il n'y a pas eu le moindre incident. Par conséquent, les choses se passent très bien. Si certains athlètes français, certains en ont exprimé l'intention, manifestaient leur préoccupation devant les atteintes aux droits de l'homme en Union soviétique là, dans les jours qui viennent, c'est une hypothèse. Hein. Que diriez-vous? Oh, moi, si ça se produisait, je dirais après mon opinion. Si les Français, sportifs français, éprouvaient le besoin de manifester, ça, c'est leur affaire. Moi, il y a une chose dont je me félicite. La France, elle est présente. Ça a été le résultat d'une magnifique bataille de nos athlètes, des sportifs et de l'opinion française en général. Ils sont présents, ils se battent, je le répète, magnifiquement. Je suis maintenant convaincu que nous aurons plus de médailles d'or qu'à Montréal, ça maintenant c'est sûr, et il y a dans la délégation française, m'ont dit
les dirigeants une excellente ambiance. Et tout le monde se félicite de cette présence de la France. À propos de l'Afghanistan, c'est un problème qui a quand même été à l'origine des difficultés de ces Jeux de Moscou. Quel écho avez-vous à Moscou? Vous avez sans doute rencontré des dirigeants politiques là-bas. Quel écho avez-vous du développement actuellement sur place en Afghanistan, de la résistance afghane et des difficultés du gouvernement Karmal là-bas? Patrice Duhamel, je n'ai rencontré ici aucun dirigeant politique. On m'a accueilli à l'arrivée, mais je n'ai pas eu de rencontre politique avec qui que ce soit. Ce ne sont pas les événements d'Afghanistan qui ont conduit à la campagne de boycott de Carter. Carter, pour des raisons électorales que l'on comprend bien d'ailleurs, mais aussi parce qu'ils sont inquiets de cette confrontation sportive au plus haut niveau avec des pays qui viennent de conquérir leur indépendance. M. Carter a eu peur de cette confrontation. Et M. Schmitt s'est aligné sur M. Carter. Et Giscard en aurait fait autant si les sportifs n'avaient pas été là et si le peuple français n'avait pas été là. Ça aurait été un véritable drame. Alors pour le reste, pour ce qui concerne l'Afghanistan, eh bien, quand on lit la presse ici, on s'aperçoit que les soviétiques soutiennent les propositions du gouvernement afghan de Babrak Karmal, qui propose une négociation politique pour résoudre le problème. Et s'il y a la négociation, les troupes soviétiques quitteront l'Afghanistan. Voilà, vous avez peut-être été abusé par l'expression en direct de Moscou que vous avez vu sur votre écran. Je vous rappelle que c'est un enregistrement que nous diffusons ce soir, mais que M. Marchais était bien en direct de Moscou dans notre édition de 13 h. M. Marchais s'est félicité, vous l'avez entendu, de la très nombreuse présence policière soviétique, car il s'agit, a-t-il dit, d'assurer la sécurité des athlètes et des spectateurs. Mais certains athlètes français l'ont trouvée un peu pesante hier soir, cette présence policière, quand ils ont voulu faire une fête pour arroser les médailles françaises des escrimeurs, des cyclistes et judokas. Les policiers soviétiques sont intervenus massivement dans la discothèque. Les athlètes français sont partis en courant dans le village olympique en sautant par les fenêtres. Cette compétition n'a valu aucune médaille supplémentaire aux athlètes français, bien qu'ils aient d'ailleurs distancé leurs poursuivants. Quant à l'Afghanistan, dont Georges Marchais parlait il y a un instant également, c'est toujours là-bas une situation très difficile. De sources diplomatiques, on apprend que plusieurs unités de l'armée régulière afghane se seraient révoltées, notamment la 14e division. Les révoltés ont été attaqués il y a 3 jours par 28 hélicoptères blindés soviétiques et des avions MiG. Aucune précision n'est donnée sur la suite de cette révolte et sur le nombre éventuel de victimes. L'Afghanistan sera précisément le dossier privilégié qui sera étudié mercredi prochain à Budapest entre Jean-François Poncet et M. Kadar. Le numéro 1 hongrois s'entretiendra à plusieurs reprises avec le ministre français des Affaires étrangères de la situation internationale, mais aussi des relations économiques entre la France et la Hongrie. En attendant ce rendez-vous, Jean-François Poncet mène de front ses activités qui le conduisent au premier plan des discussions internationales et celle plus modeste de président du Conseil général du Lot-et-Garonne. M. Jean-François Poncet est en effet conseiller général de la Plume. C'est pour lui la certitude de ne pas perdre de vue les réalités quotidiennes des Français et c'est aussi pour lui l'occasion d'expliquer à ses compatriotes la politique internationale de la France. Un reportage de Gérard Saint-Paul. Inauguration, visite, foule bon enfant. À quelques lieues de la Plume, c'est Puy-Mirol, 750 habitants, une bastide du Lot-et-Garonne, qui a retrouvé, le temps d'une fête costumée, d'un festival de l'enfance, son passé moyenâgeux. Entre un voyage en Tanzanie et un autre en Hongrie, le ministre des Affaires étrangères est venu en compagnie de Mme François Poncet. Il est ici en voisin, en ami, mais aussi en élu, un président du Conseil général, chef de la diplomatie. C'est une image inédite. Pour la messe en occitan, l'évêque Saint-Gaudens s'est déplacé. Si besoin en était pour Jean-François Poncet, qui reste en contact permanent avec son ministère à Paris, l'homélie de l'évêque sur le thème de paix et justice nous ramène aux préoccupations du moment. Est-ce que les maires de votre canton s'intéressent à vos autres activités parisiennes et internationales? Est-ce qu'ils s'intéressent à la politique étrangère? Oui. Je crois que nous vivons et les populations du Lot-et-Garonne, les maires, les élus, savent que nous vivons dans un temps où la politique étrangère concerne la vie quotidienne de tous les Français.
Bien sûr, dans cette région, il y a des problèmes qui les intéressent, qui les touchent de plus près. Par exemple, les problèmes agricoles, le marché commun agricole, les concernent directement parce que ça dépend et ça agit sur les prix, les débouchés, l'état des marchés, et les agriculteurs le savent. Mais je ne crois pas qu'il faille penser qu'il n'y a que ces problèmes, disons, catégoriels, qui intéressent ici, en matière de politique étrangère. Il y a aussi tout simplement la paix, la situation du monde, la tension qui règne depuis un certain nombre de mois, préoccupe tous les Français, préoccupe les Lot-et-Garonnais. Et quand on leur en parle, je vous promets qu'ils écoutent avec beaucoup d'attention. Monsieur le ministre, une grande partie des Français sont aujourd'hui en vacances. Alors, quel tableau vont-ils trouver à la rentrée lorsqu'ils vont reprendre le travail? Qu'est-ce qui va bien dans le monde? Qu'est-ce qui va moins bien? Et qu'est-ce qui va même franchement mal, à votre avis? Je crois qu'on peut dire que depuis un certain nombre de mois, nous assistons dans le monde à un accroissement des tensions. Nous devons nous attendre, je pense, à ce que cette période de difficulté, d'insécurité dans le monde, d'incertitude, se prolonge encore. Peut-être assez longtemps. Mais je crois que nous devons aussi savoir que, d'une part, ça n'est pas une crise grave, mettant en cause de façon immédiate la paix du monde, comme l'a été jadis la crise de Cuba. Je crois qu'il s'agit d'une période plus prolongée dans laquelle il faut savoir garder son calme, son sang-froid, être très déterminé, très ferme, mais en même temps pratiquer le dialogue. Ne nous y trompons donc pas. Cette image de détente d'un ministre au champ qui a tombé la veste pour un court moment ne doit pas faire illusion. L'actualité internationale, pour Jean-François Poncet, ne se met pas en vacances. La diplomatie, aujourd'hui, est sur le terrain. Nous sommes ici à 600 km de Paris, c'est bien cela? Oui. Alors, est-ce que, par exemple, la récente vague d'attentats que vient de connaître la capitale préoccupe ici les gens? Est-ce qu'il y a un climat d'insécurité en France? Est-ce que c'est ressenti comme ça? Je crois que les attentats qui ont eu lieu à Paris préoccupent tous les Français. Ça ne signifie pas qu'il en résulte un sentiment d'insécurité en Lot-et-Garonne. Mais ça nous préoccupe, et je vous dirais que un des gardiens qui a été, hélas, tué au moment de l'attentat contre M. Bakhtiar, l'ancien Premier ministre iranien, est originaire du Lot-et-Garonne. C'est un natif de Marmande. Je peux vous dire que c'est un attentat qui a suscité une très grande émotion. Pourquoi? Tout simplement parce que ce pays, qui est un vieux pays républicain, est attaché à l'image de la France, terre d'asile. Terre d'asile pour les persécutés, qui cherchent chez nous un séjour de paix dans le respect de nos lois, mais pas pour en faire une base d'organisation d'actes de violence, ce qui est inadmissible et intolérable. Et ça, je crois que tous les Français le ressentent. Et je crois qu'ils ont bien compris la réaction d'extrême fermeté du gouvernement sur ce point. Je peux vous dire que le ministre des Affaires étrangères, dans cette affaire, ne fera pas preuve de faiblesse ou de complaisance. Avec Marie-Laure Augry, la suite des informations. Une information, Jean-Claude, tout d'abord qui concerne Manufrance et que nous avons reçu tout à l'heure. Bernard Tapie, l'homme d'affaires qui a élaboré un plan de redressement de la société Manufrance, a annoncé ce soir qu'il avait décidé de se retirer. Selon M. Tapie, il n'y a pas eu d'harmonie entre les parties intéressées sur le plan qu'il a élaboré. La crise va donc reprendre à Manufrance et dans les jours qui suivent, elle sera peut-être résolue.
Le FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine, n'est pour rien dans l'attentat d'hier à Anvers en Belgique contre les enfants juifs. L'attentat avait tout d'abord été revendiqué par le FPLP dans un coup de téléphone à l'agence presse Belja. Le ressortissant arabe qui a été immédiatement arrêté a pour sa part déclaré qu'il agissait pour le compte d'une organisation politique. Cet attentat, je vous le rappelle, fait un mort, un jeune Français, 7 blessés graves. Il a bien évidemment soulevé l'indignation ce matin dans toute la presse israélienne. Autre attentat à Abu Dhabi cette fois, un diplomate irakien a été tué et 15 autres personnes ont été blessées par l'explosion d'une bombe. Au Pays basque espagnol, l'ETA politico-militaire durcit ses positions et se dit prête à utiliser les armes afin d'obtenir une plus large autonomie de la province, plus large autonomie que celle en vigueur actuellement. C'est la première fois que l'ETA politico-militaire diffuse un communiqué aussi dur. Ces menaces ne peuvent qu'accroître la tension déjà grande au Pays basque espagnol qui vit depuis le début de l'été au rythme d'un attentat par jour. Le roi Hussein de Jordanie, en visite privée en France, jusqu'à demain mardi, a été reçu par le président de la République. L'entretien de 2 heures a surtout porté sur la situation au Proche-Orient. Le roi Hussein de Jordanie a réaffirmé à cette occasion la nécessité du retrait d'Israël sur les territoires occupés. En France, c'était la réception à l'Élysée. En France, élection cantonale partielle avec 3 résultats. À Aubusson, dans la Creuse, le candidat UDF remplace désormais le conseiller sortant décédé. Il appartenait au Parti socialiste. À Florac, en Lozère, c'est le candidat socialiste qui remplace un ancien candidat communiste. À Briançon, enfin, dans les Hautes-Alpes, le conseiller RPR qui avait été invalidé a été réélu. Après une certaine confusion au sein de la fédération RPR d'Indre-et-Loire, à la suite de l'annonce de la candidature de Michel Debré, de nombreux membres du comité départemental et de nombreux militants ont tenu aujourd'hui dans un communiqué à confirmer leur soutien à Michel Debré, une candidature qu'ils jugent d'intérêt national. En France, toujours, augmentation de la consommation de charbon. Les livraisons, sans compter les stockages, ont progressé de 8,6% en 79 par rapport à 78. Un tel niveau de consommation n'avait jamais été atteint depuis 1971. C'est parce qu'il n'avait pas de quoi faire vivre sa famille de 11 personnes qu'un père a vendu sa fille âgée de 4 ans. Il l'a vendue $300 à un trafiquant d'enfants. À la demande de la mère, la police recherche l'enfant. Le père a été arrêté. Cela s'est passé à Jakarta, en Indonésie. Et puis, une dernière information, Jean-Claude. Le mardi 9 septembre, à 20h30, Brice Lalonde, candidat écologiste aux élections présidentielles, sera le premier invité du Grand Débat. La nouvelle émission politique de TF1 présentée par Henri Marquet et Patrice Duhamel, le Grand Débat, diffusé en direct et en public pendant 1 heure, sera diffusé 2 mardis par mois. Il opposera une personnalité politique à un forum permanent de 4 jeunes députés. Il s'agira de Gérard Babe du Parti Socialiste, de Michel Barnier du RPR, de Gérard Longuet de l'UDF et de Pierre Zarka pour le Parti communiste. La météo maintenant, eh bien cet après-midi il y avait 24 degrés à Lille et à Nice, 25 degrés à Nancy et 29 degrés à Toulouse. Demain mardi, le temps sera chaud et orageux. Des pluies orageuses s'étendront demain matin des Pyrénées à la Bretagne et gagneront lentement tout le pays dans la journée. Les vents modérés viendront du sud. Les premiers retours de juillet ont continué en ce lundi 28 et les premiers départs du mois d'août aussi, mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé sur les routes. C'est jeudi, vendredi et samedi prochain que les grands départs sur les routes du mois d'août vont croiser les retours massifs de juillet. Et comme le mois de juillet a été plutôt maussade dans l'ensemble, avec une baisse du chiffre d'affaires pour les hôteliers, je vais me permettre de leur raconter l'originale méthode mise au point par un hôtelier suédois. Le baron von Otter a transformé son manoir en hôtel, mais outre le service traditionnel, il propose discrètement au mari le supplément fantôme. Contre la modique somme de 75 francs, le baron vêtu d'un drap et chargé de chaînes ouvre les portes des chambres qui ont payé le supplément. Ainsi, les messieurs peuvent manifester devant leurs femmes terrorisées une intrépidité et un courage qu'elles ne soupçonnaient pas toujours. Seul détail un peu ennuyeux, la note qui stipule à la fin du séjour « supplément pour fantôme ». Vers 22h40, le dernier journal avec Ladislas Dehoyos qui hante déjà les couloirs de TF1. Bonsoir et merci. Thank you.